Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait particulièrement polémique, même, j'ai envie de dire, vous êtes courageux. Vous vous montrez face caméra, Oui, car vous avez été chauffeur Uber Pop. c'est ça. Donc merci d'être là. Je vous en prie. Ce qui est bien, c'est que maintenant, si vous faites péter la gueule, eh bien, ça sera encore plus grave, Ouais. parce que vous avez déjà eu le courage de venir face caméra. On a rencontré beaucoup de chauffeurs Uber Pop qui ont refusé de venir, qui étaient prêts à témoigner sous couvert d'anonymat. Et vous êtes rentré dans la lumière à partir d'un groupe Facebook qui s'intitule Pour que Uber reste à Lyon. Ce groupe Facebook aujourd'hui est aimé par combien de personnes environ? Alors là, on est actuellement à 12 000 et une centaine de personnes. Donc D'après 12, ce que j'ai 12 vu. 000 personnes en à peine 2 semaines. Oui, en une semaine, ouais, Une quasiment. semaine. Mm. Et vous êtes l'un des co-administrateurs de ce groupe Facebook. C'est ça. Alors pourquoi avoir lancé ce groupe Facebook? C'est suite à l'arrêt l'arrêt préfectoral qui interdit Uber Pop à Lyon Mhm. et dans le Rhône. Pourquoi vous avez lancé ce groupe Facebook à ce moment-là? Parce que si vous voulez, on s'est dit jeudi dernier, donc je crois que oui, c'était un jeudi, au moment où l'arrêté est sorti, on s'est dit bon, on va pas se laisser avoir comme ça. Il y a quand même toute une partie de la population lyonnaise maintenant qui utilise Uber Pop depuis un petit moment. Et on s'est dit bon, bah, c'était un peu trop facile de prendre cet arrêté-là et d'essayer d'ignorer toute une partie du peuple lyonnais. Du coup, l'idée nous est venue comme ça en disant bah, on va protester, c'est pas normal, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, si on peut sensibiliser les gens, est-ce que ça vaut le coup de se battre ou est-ce qu'on est finalement juste tous les deux à penser que ce service vaut le coup, quoi. Et derrière le succès. Et derrière le succès de la page, ouais. Cette page, elle a donné lieu à une manifestation qui devait se tenir dimanche à Lyon et qui a été interdite par le préfet. C'est ça. Et il y avait 10 000 préinscrits. Enfin, en tout cas, il y avait 10 000 personnes qui étaient Il y prêtes avait à 10 venir. 000, 10 000 personnes qui étaient susceptibles de venir. Nous, on était à quasiment 2300 personnes qui s'étaient inscrites directement par le biais de la page. On ne savait pas combien de personnes ça pouvait effectivement représenter, mais on savait qu'il y avait des gens qui allaient venir avec leurs maris, avec leurs enfants, etc. C'était plus un rassemblement de solidarité pour être là, pour faire acte de présence et pour essayer de soutenir cette nouvelle économie. Mais si vous voulez, à la base, c'était vraiment un pari qu'on avait fait. Puisqu'au moment de la page, on s'est dit, bon, si on arrive à susciter de l'intérêt et d'avoir 10 000 likes, on fera une action. C'est comme ça parce que bon, on s'est dit, bah, l'objectif serait atteint, on arriverait à mobiliser 10 000 personnes sur Lyon, ce qui est quand même pas rien, et du coup, on passerait sur une action. Et en fait, la manifestation, elle était là justement pour qu'on aille au bout de cette histoire-là. Manifestation qui était présentée comme pacifique. Tout à fait. Quand le préfet interdit tout rassemblement en lien avec Uber ou les taxis, Mhm. on va voir si le préfet s'y tient, hein, la prochaine manif des taxis. On va voir. Va-t-il être cohérent? Ça, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Mais vous, quand vous voyez cette manifestation interdite, est-ce qu'au fond de vous, vous dites pas, je comprends, on pouvait prendre des risques aussi dimanche en allant manifester? Alors ouais, il y a ça. Déjà, la première chose, c'est l'attentat qu'il y a eu à Saint-Quentin. Oui. Donc à partir de là, moi, le capitaine de police que j'ai rencontré m'a dit que voilà, au niveau des forces de police à mobiliser, peut-être qu'il y en aurait moins que prévu parce qu'effectivement, ils sont un petit peu partout. Ils ont renforcé avec le plan Vigipirate, ce que je peux comprendre. Donc ça, à la limite, nous, on peut le comprendre avec Baudouin. Baudouin, c'est l'autre administrateur de la page. Après, pour d'autres raisons, on le comprendra beaucoup moins bien, entre guillemets, puisque nous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une contre-manifestation des taxis qui était organisée ce même jour, donc dimanche. Voilà, on n'a pas vraiment été informés, on ne savait pas trop d'où partait le cortège, où est-ce qu'il se rassemblait. Mais dans tous les cas, force est de constater que ça allait peut-être pas réunir toute la sécurité nécessaire pour faire un événement de ce type-là. Vous, quand vous avez été chauffeur Uber Pop, et encore aujourd'hui, est-ce que vous craignez à votre intégrité physique ou à l'intégrité de votre véhicule? Bah, si vous voulez, on peut y penser, mais moi, je préfère pas forcément m'inquiéter parce que d'une part, j'ai arrêté de conduire sur Uber Pop, puisqu'on s'est pas mal mobilisé pour cette page-là de soutien, et puis on a toutes des activités un petit peu à côté aussi. Donc c'est plus pour essayer de défendre l'intérêt du consommateur qu'on est là. On n'est pas là pour enfoncer les taxis, on n'est pas là pour les critiquer, on veut juste exister, on veut juste demander à l'État, lui poser la question de savoir si on pouvait réglementer pour être à peu près sur une concurrence à peu près loyale sur différentes choses. Est-ce qu'on pourrait accepter ce service-là? Vous avez été chauffeur Uber Pop. Mhm. Donc aujourd'hui, Uber Pop, quand on regarde le système, jusqu'à 7 500 euros, ce qui correspond à peu près aux charges d'un véhicule dans une grande ville par an. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de vous déclarer auto-entrepreneur. Enfin, c'est ce qui était le cas avant mars. Aujourd'hui, a priori, Uber force tous ses chauffeurs Uber Pop à aller vers le statut d'auto-entrepreneur. Forcément, quand les taxis disent que vous faites de la concurrence déloyale, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'une certaine manière? Car vous n'êtes pas obligé de payer de charges, vous ne payez pas de TVA, si c'est très ambigu tout ça.
En fait, si vous voulez, je pense que ça, c'est pas vraiment à nous de répondre à cette question. Après, si vous voulez que je vous donne mon avis, c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes bases, on n'a pas les mêmes charges. Déjà, rien que le fait qu'il y ait une licence pour les taxis, licence de transport de personnes, qui vaut quand même un certain prix, voilà, on peut pas considérer qu'on est forcément sur les mêmes bases. À partir de là, on peut peut-être parler de concurrence déloyale, mais aller vers le statut auto-entrepreneuriat, c'est déjà commencer à aller vers une activité entre guillemets légale et déclarer, voilà, sur le plan, sur le plan personnel, on va déclarer notre activité et on va payer des charges sociales. Et la TVA? La TVA, non. Pour l'instant, c'est vrai que voilà, c'est un des paramètres qui ne rentre pas. Mais voilà, là pour l'instant, on n'est pas sur les mêmes bases. Il faudrait que l'État trouve un cadre juridique et fiscal à cette activité pour la réglementer. Essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec les taxis, si on peut les alléger sur certaines choses, parce que le but c'est que l'État gagne de l'argent aussi avec Uber, puisque Uber, je pense, va réussir à mobiliser une demande qui va être croissante dans les années à venir. Donc l'État, il a tout intérêt, si vous voulez, à passer sur à réglementer ces activités-là, réglementer ces plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous mettez pas en confrontation directe avec les taxis, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le propos des taxis. Oui. Mais vous, aujourd'hui, le vrai coupable de la situation, c'est l'État dans ce cas-là. C'est à l'État de s'adapter à cette nouvelle économie, à cette nouvelle demande, d'anticiper finalement le changement économique qui est là, qui est devant nous, qui est déjà arrivé sur d'autres types d'économies collaboratives. C'est le cas avec Airbnb, c'est le cas avec Blablacar, c'est le cas avec toutes ces plateformes-là qui remettent en question et qui repensent d'anciens systèmes économiques. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de dire bah oui, on est dans cette mouvance-là, on est dans cette économie qui change, donc il va falloir réglementer tout ça. Ça paraît pour moi impératif. Aujourd'hui, on parle d'ubérisation de l'économie. On pourrait parler aussi d'Airbnbisation de l'économie, mais c'est moins beau. Ouais, c'est moins beau. Ça marche moins bien. Mais on revient sur cette idée d'État. Pensez-vous que l'État s'est laissé dépasser par les innovations? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de l'application. C'est-à-dire que Uber n'a pas de voiture, mais une application qui met en relation chauffeur et particulier, et sur lequel l'État a complètement été en retard. Il l'est toujours. L'État s'est fait dépasser là-dessus. Après, je pense que c'est pas forcément évident d'être à leur place, de pouvoir anticiper ce genre de mouvance-là, parce que ça arrive quand même assez vite. Uber, en tout cas en France, c'est arrivé depuis 1 an. Blablacar, bon, ça date d'un peu plus longtemps. Airbnb aussi. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut d'abord essayer d'anticiper, parce que là, on se rend compte qu'on est confronté finalement à 2 systèmes qui s'affrontent. Un système qui est tourné vers le progrès, vers la digitalisation numérique, et vous avez un système qui est un petit peu maintenant archaïque et qui n'arrivera plus vraiment à satisfaire une partie de la population. Mais vous comprenez, les chauffeurs de taxi qui à Lyon ont investi jusqu'à 80 000 € dans une licence, qui se retrouvent aujourd'hui dépassés par cette innovation technologique? Alors, je peux le comprendre, et c'est justement l'intérêt, c'est l'intérêt du rassemblement, mais c'est l'intérêt de la mobilisation autour de ce secteur-là. C'est que nous, on aimerait surtout, la base de notre cause, c'est de pouvoir faire en sorte que l'État se pose la question de savoir si on réglemente toutes ces plateformes-là comme Uberpop, Hitch et Jump par exemple. Il ne faut pas, à contrario, pousser les taxis dehors. C'est pas ça le but, je pense. Les taxis, c'est un service d'État, il y en aura toujours et c'est comme ça. L'intérêt, c'est qu'ils soient quand même plus compétitifs et qu'on puisse tous exister sur le même marché. Vous comprenez la violence des taxis? La violence, par contre, non, on aura du mal à la tolérer, puisque nous, on a pas mal recueilli des réactions de gens qui sont un peu virulents à l'égard des taxis, qui nous disent oui, il faudrait faire une manifestation contre les taxis, etc. Ce à quoi on répond systématiquement que ce n'est pas notre combat. Vous n'avez pas appelé au boycott des taxis, contrairement à certains groupes? Non, parce que c'est pas dans notre intérêt à nous. Il faut être honnête là-dessus. Nous, on n'a pas envie de nous mettre en lumière plutôt qu'un autre service qui est déjà existant. On n'a pas envie qu'il y ait des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent dans l'embarras au niveau de leur profession. Donc non, il faut juste essayer de faire en sorte d'accepter ce service-là, d'accepter la demande, d'accepter le fait qu'il y a du potentiel, d'accepter qu'avec le bouche à oreille, ça va se développer énormément. Et il va falloir se poser la question par rapport aux taxis, comment on fait leur licence, ceux qui ont emprunté, ceux qui ont des charges. Voilà. Et on revient sur cette idée d'ubérisation de l'économie. On se rend compte que votre page Facebook aujourd'hui se détache d'Uber pour défendre d'autres systèmes, d'autres modèles. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que je pense que ça va être une économie d'avenir. On est sur le collaboratif, ça fait déjà quand même 2-3 ans qu'on est dessus et on se rend compte que, comme vous dites, il y a beaucoup de systèmes économiques, beaucoup de secteurs économiques qui vont être ubérisés dans les années qui arrivent et c'est sûr, c'est indéniable. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à falloir se poser la question de comment on réglemente cette activité collaborative. Et voilà, ça ne se limite pas forcément au transport de personnes. On l'a vu avec Airbnb, on l'a vu avec Blablacar. Je pense qu'il y a certains grands acteurs qui vont arriver sur le marché, qui vont encore repenser d'autres systèmes qui étaient jusqu'à là présents, qui vont repenser certains vieux métiers. Donc,
comment on fait pour réglementer, comment on fait pour que ces personnes-là qui finalement ne sont pas destructeurs d'emplois mais plutôt créateurs et qui apportent des nouveaux modes de consommation, comment ces gens-là, on les intègre dans le système actuel. Et on reste sur cette idée d'Uber. Est-ce qu'on se rend compte qu'Airbnb est vraiment moins cher que les hôtels, que les chefs à domicile ne le sont pas forcément par rapport à un restaurant, mais est-ce que pour vous, Uber Pop est vraiment moins cher? Et deuxièmement, est-ce que pour vous, c'est le même public? Alors non, parce qu'en étant justement chauffeur Uber Pop, on a pu se rendre compte que le public qu'on avait donc du coup dans nos voitures, parce que voilà, moi j'avais fait quand même 300 courses je crois depuis que j'étais chauffeur. Ça fait à peu près combien de temps? Ça fait 3 mois. Et vous gagnez combien en moyenne par mois? Ça fait 500 € de plus par mois. Voilà, c'est vraiment du complément quoi. Ouais. Sur lequel l'activité est déclarée, donc je paye des charges, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à votre question qui était… La question c'était au niveau du public. Ah oui, au niveau du public, moi je pense que c'est complètement différent parce qu'on sensibilise vraiment les jeunes. On a les parents qui créent des comptes Uber Pop pour leurs enfants pour rentrer de soirée. Donc à partir de ce moment-là, la plupart du temps, notre public, c'est pas des gens qui prennent des taxis, quoi. Il y en a même certains qui disent, bon bah voilà, je viens d'essayer sur Uber, ça marche au bouche-oreille. Le client type Uber Pop, c'est quelqu'un qui a entre 18 et 30 ans, qui démarre dans la vie, qui n'a pas spécialement un budget très important pour traverser la ville, qui est souvent un abonné TCL, tout ce qu'il y a de plus classique, et en fait qui se sert d'Uber Pop juste en cas de force majeure. Mais simplement, en cas de force majeure, au lieu de traverser une ville pour lui coûter 30 €, ça va lui coûter une dizaine d'euros avec Uber Pop. Donc voilà, on est sur ce type de public-là. Pas un public pas du tout habitué à prendre des taxis, quoi. Le public habitué va plutôt se reporter sur des services comme Uber classique? Uber Berlin, non, moi je pense tout simplement que les gens si Uber Pop, Hitch et Jump viennent à disparaître, ce qui serait dommage, la plupart de ces gens-là vont prendre un autre système, vont essayer de monter en voiture avec un de leurs amis, vont essayer de prendre des vélos, etc. C'est pas du tout le même prix, quoi. Et Uber Berlin, enfin le Uber normal, c'est pas du tout pareil. Si vous voulez traverser la ville, vous êtes plus sur une prestation type taxi avec des grosses berlines, etc. Un confort à bord et un prix du coup qui est quand même quasiment du simple au double. Comment vous voyez la suite pour Uber Pop en France? Je pense que Uber a tout intérêt à se poser la question sur le statut juridique, fiscal, a tout intérêt à prendre la main de l'État pour essayer de discuter avec eux de comment on peut faire. Alors effectivement, peut-être que le prix sera moins attractif parce que voilà, tout le monde va en payer un petit peu les conséquences de toutes ces charges qui pourraient s'additionner sur la note. Mais je pense qu'ils ont tout intérêt à garder cette part de marché-là parce que c'est un nouveau mode de conso et la plupart du temps, c'est des gens qui ne prenaient pas les taxis, comme je vous dis, donc finalement, voilà, c'est créateur de valeur, quoi. Et les gens qui sont Uber Pop, les conducteurs? Vous disiez les gens Alors après, les créateurs Uber, enfin les chauffeurs, ouais, les chauffeurs Uber Pop, eux, ils peuvent très bien, si l'activité vient à s'arrêter, ils pourront peut-être passer sur une formation un peu plus pointue, un peu plus détaillée, un peu plus dense, et devenir chauffeur Uber Berlin classique. À partir du moment où ils aiment leur métier et que ça leur pose pas de problème, ils ont peut-être tout intérêt à le faire. On l'a pas dit, mais vous, votre activité Uber Pop était en complément, vous aviez une activité principale. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société, on a besoin de pouvoir faire plusieurs jobs un peu à l'américaine et que les systèmes comme Uber Pop répondent à ce besoin qui devient de plus en plus important en France? Moi, ce que je pense, c'est que dans la société actuelle, quand on a envie de travailler, on se doit de pouvoir travailler. Et c'est la réalité qu'il y a avec Uber Pop, c'est que vous pouvez avoir déjà une activité de votre côté et pour des raisons personnelles, vous avez besoin d'un peu plus d'argent, vous avez besoin d'anticiper certaines choses dans votre vie, dans vos projets. Et Uber Pop est là finalement pour vous dire, si vous voulez travailler, vous aurez de l'argent. C'est vraiment quelque chose qui est sur, plus on est productif, plus on aura de l'argent. Donc pour conclure, le mot de la fin, c'est que même si Uber Pop est arrêté en France, on a un besoin d'avoir des petits boulots complémentaires et que ce genre de service reviendra par la fenêtre s'il est chassé par la porte. Forcément. Je pense que maintenant on est dans un système où ce genre de choses-là va être de plus en plus présent. Que ce soit sur le même secteur, je ne sais pas, mais je pense qu'on aura plus la possibilité de faire des petits boulots. Merci Thibaut. Je vous en prie. La page va continuer, il n'y aura pas de manifestation, mais en tout cas elle sera virtuelle. C'est ça. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt pour un autre direct. Merci.